Bonjour à tous, bienvenue aux abonnés de notre chaîne YouTube, aux abonnés aussi de l'application Omerta, dans une nouvelle édition du Grand Entretien. Alors aujourd'hui, je reçois pour la deuxième fois Mathieu Boccoté. Mathieu, vous étiez venu il y a 1 an exactement. Oui, au lancement de la chaîne, je crois. Vous avez inauguré, vous avez fait partie des premiers à être dans ce fauteuil, des premiers à venir sur Omerta. Alors, je vais vous présenter, même si on ne vous présente plus, et beaucoup de nos auditeurs, évidemment, vous suivent et vous apprécient. Vous êtes spécialiste de sociologie politique. Vous avez l'avantage de pouvoir étudier et commenter la vie politique des deux côtés de l'Atlantique, ce qui vous donne d'ailleurs parfois une longueur d'avance sur un peu ce qui va se passer chez nous, puisque souvent beaucoup de choses sont expérimentées au Canada. Il y a des beaux passages sur le Canada dans votre livre. Vous êtes évidemment chroniqueur sur CNews, sur Face à l'info, évidemment, où on peut vous retrouver tous les soirs de la semaine. Alors Mathieu, pour commencer, donc je présente votre livre, évidemment, Le totalitarisme sans le goulag, aux éditions La Cité. Ma première question est assez... en fait, vous professez donc dans ce livre le grand retour du totalitarisme dans notre société. Pouvez-vous... L'idée était, quand on grandissait, totalement inconcevable. Moi, je me souviens de ma jeunesse en tant que fils de militaire, où il y avait la guerre froide, mais on était plutôt à se dire on va être envahi par les Russes. Mais nous, on représentait le contraire du totalitarisme. Et où se situe, selon vous, le point de bascule ? Alors, c'est la question qu'on se pose souvent. On peut croire que la tentation totalitaire, elle est consubstantielle à la modernité. C'est-à-dire que la modernité en elle-même, on pourrait dire dès 1793, se dévoile à nous avec une tentation totalitaire. Elle ne s'y réduit pas, mais elle est manifestement irrépressible complètement. Et sur quoi repose-t-elle et à quel moment réapparaît-elle? Je vous répondrai dans un instant. Mais sur quoi repose-t-elle? Sur la prétention à fondre dans une seule doctrine, le monopole du vrai, du juste, du bien et du beau. Donc vous avez tout cela à l'intérieur d'une doctrine. Donc si vous êtes porteur d'une doctrine qui promet la rédemption, parce qu'en plus, le propre de la modernité aussi, ce sont les religions politiques, on en a souvent parlé. Donc on a décroché le paradis du ciel pour le réinvestir dans le monde. Mais si vous êtes le porteur du paradis, si vous avez une politique censée désaliéner l'homme complètement, mais vos adversaires ne sont plus des adversaires, ce sont même plus des ennemis, ce sont les ennemis de l'humanité. Et l'ennemi de l'humanité, mais il n'a pas sa place dans la cité. On va chercher à l'éliminer de différentes manières possibles. Le 20e siècle... pas de liberté mais pour les ennemis de la liberté. Donc on le voit, ça commence assez rapidement. Et la tentation, ensuite, c'est de dire, on a un ordre fondé sur une révélation religieuse d'un genre nouveau. Donc, c'était un temps la révélation communiste ou marxiste. Aujourd'hui, c'est la révélation diversitaire. Et on nous dit, fondamentalement, voilà la société parfaite et possible pour peu que les saboteurs, que les aujourd'hui on dit les promoteurs de haine, les propagandistes, de la haine, ne viennent pas l'empêcher, ne viennent pas l'entraver en cultivant la mauvaise part de la bête humaine. Donc ça, c'est une tentation qui revient toujours, la prétention à la société idéale. Et n'oublions jamais qu'une société idéale est généralement une société policière. Ça vient ensemble parce que, si vous voulez, des gardiens de l'idéal, dis-je, des gardiens, pour s'assurer que jamais on ne le remette en question, puisque c'est la société parfaite qui nous est promise, eh bien, la censure et la suite, et tout ce que vous voulez. Alors, à quel moment ça se réactive? Assurément, on en a souvent dit, la dynamique des années 60-70, on voit se déclencher dans les sociétés occidentales cette mécanique totalitaire, mais au début, c'est dans un milieu très limité, c'est la gauche radicale et ainsi de suite. Oui. Et c'est vraiment à partir des années 90, en fait, que gauche. Exactement. Et c'est au moment de la conversion culturelle du marxisme. C'est-à-dire le marxisme a échoué, et là, on va chercher à faire la révolution autrement. Ce ne sera plus au nom du prolétariat, ça va être au nom des minorités. Ce ne sera plus contre le capitalisme, ça va être contre la civilisation occidentale. Et tout ce mouvement se déploie dans l'extrême gauche, dans la gauche radicale, des années 60 à 80. À partir des années 80, et plus encore 90, cette dynamique s'institutionnalise, et la première manière de le nommer, c'est ce qu'on appelle le politiquement correct. On a nommé politiquement correct au début de manière étonnée, de manière un peu amusée même quelquefois. On commence toujours par en rire, hélas. Donc, de manière un peu amusée, cette dynamique, et là, il y a des gens assez intéressants, d'anciens dissidents de l'Union soviétique, qui sont en Occident. On peut penser à Solzhenitsyn, on peut penser à Zinoviev, à quelques autres. Vous avez cité Kundera aussi. Bien sûr, absolument. Oui. Kundera, qui est un cas particulier parce que lui avait quitté un pays qui subissait à la fois le totalitarisme et la domination nationale. Alors, ce qui est intéressant là-dedans, c'est qu'ils disent, on est en Occident,
on croit être dans le monde libre, mais pourtant nous reconnaissons ici des mécanismes mentaux, nous reconnaissons un fonctionnement idéologique qui n'est pas étranger au monde que nous avons quitté. Et je dirais qu'à partir des années 90, on va parler d'abord de politiquement correct. Certains vont parler de totalitarisme soft. La formule revient de temps en temps. On va entendre Little Brother pour parler de ça. On va parler de novlangue de plus en plus. Donc il y a toute une série de signaux qui sont lancés dans l'espace public pour dire on sent quelque chose arriver. Et le moment de bascule, je crois, nous y sommes aujourd'hui. Nous sommes dans un processus, pas dans une société achevée. Le totalitarisme se déploie, il n'est pas une fois pour toutes institutionnalisé. Mais cette dynamique s'est accélérée ces dernières années et il s'agit de la nommer pendant que on peut encore le faire. Alors, ce qui est stupéfiant, moi je m'attarde quelques moments sur le personnage de Solzhenitsyn. Moi, je me souviens que mes parents avaient dans la bibliothèque l'archipel du Goulag, mais on le voyait comme un témoin du mal idéologique. Et son discours à Harvard, qui s'appelle Le déclin du courage, avait averti que ce mal aussi pouvait ronger nos sociétés. Mais ça ne nous intéressait pas, en fait. Oui, vous avez tout à fait raison. En fait, on a voulu voir chez Solzhenitsyn, lorsqu'il disait du mal du Goulag et de l'URSS, on disait « bravo, il est lumineux ». Quand on a commencé à voir qu'il disait « les sociétés occidentales portent en elles-mêmes aussi les conditions qui peuvent les conduire à quelque chose qui ressemble à une forme d'URSS soft ». Bon, c'est comme ça. Là, on a dit « bon, c'est un vieillard réactionnaire, probablement xénophobe, assurément infréquentable. » Et dès lors, le prophète qui avait dévoilé l'horreur totalitaire du Goulag est soudainement passé pour le vieil homme qui d'ailleurs retourné en Russie, un nationaliste autoritaire, orthodoxe, dont l'intérêt était limité. Or, ce qui est intéressant, c'est que Solzhenitsyn, qu'est-ce qu'il place au cœur du totalitarisme? C'est quoi le propre de la chose pour lui? C'est ce que j'appelle, dans mes mots, l'institutionnalisation du mensonge. Et je cite, je pense, au 12e chapitre, une phrase de lui qui est souvent citée, mais je pense insuffisamment méditée. C'est « Ils mentent, nous savons qu'ils mentent, ils savent que nous savons qu'ils mentent, et pourtant ils mentent encore. » Et pourtant, ils mentent encore. Je regarde les sociétés occidentales contemporaines et ce dispositif d'institutionnalisation du mensonge me semble plus fort que jamais aujourd'hui. Nos sociétés, l'écart entre la mise en récit médiatique, politique, idéologique de nos sociétés et l'expérience réelle qu'elles font de leur propre vie au quotidien, cet écart est de plus en plus marqué. Et quand une utopie, parce que c'est ça l'enjeu, quand une utopie est désavouée, quand une idéologie est désavouée, très rarement, elle désire, finalement, on s'est trompé. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle se radicalise et cherche à censurer. C'est la vieille idée. Hein. C'est notre idée ne s'est pas accomplie parce qu'on n'a pas été assez loin. Donc, plus le réel désavoue notre idéologie, plus il faut radicaliser son application. On l'a vu en URSS autrefois et on le voit aujourd'hui avec l'idéologie diversitaire. Moi, il y a un moment qui m'a beaucoup marqué dans votre livre, c'est quand vous citez Justin Trudeau, où il y a des parents musulmans qui s'érigent contre les théories du genre, l'enseignement des théories du genre à l'école, et Trudeau, donc le Premier ministre canadien, les accuse d'être manipulés, de véhiculer un message de l'extrême droite américaine. Ouais, ça c'est exceptionnel. Alors, nos sociétés ont redécouvert la figure du mal politique absolu. D'un professeur dans une école qui fait... parle du Premier ministre canadien. Absolument. Et il n'est pas le seul, soit dit en passant. Ce discours-là, il est partout présent en Occident. La logique est toujours la même. Il existe un mal absolu qu'on doit terrasser. Et là, aujourd'hui, le nom du mal absolu, c'est l'extrême droite. Ensuite, j'explique dans le livre pourquoi, à mon avis, c'est un concept absolument indéfinissable. C'est une entité fantomatique. C'est une forme de présence diabolique, vous savez, qui partout arrive, qui partout circule, partout peut nous contaminer, peut s'emparer de chacun, qui seront dès lors des possédés, qu'il faudra, exorciser, parce qu'ils sont possédés par la haine, quoi qu'il en soit. Justin Trudeau, quelles que soient les circonstances, nous dit voilà ce qui se passe. Certes, ce sont les parents musulmans qui s'opposent pour des raisons conservatrices ou traditionnalistes à la théorie du genre, mais dans les faits, qui s'opposent? Ils sont instrumentalisés, ils sont manipulés par cette entité terrifiante qui est l'extrême droite américaine. De la même manière, en France, quand vous avez, par exemple, un événement comme Crépol, on en parle beaucoup cette semaine, eh bien, très rapidement, on nous dit oui, c'est terrible, mais en fait, c'est dû, je cite ici une chaîne info qui n'est pas celle pour laquelle je travaille, qui marque en bandeau du pain béni pour l'extrême droite. Donc là, c'était en bandeau. Donc c'est intéressant. Donc, peu importe les événements, que ce soit un attentat terroriste, Charlie Hebdo, le Bataclan, que ce soit l'assassinat du père Hamel, chaque fois, le récit médiatique qui se met en place, oui, c'est terrible ce qui arrive, mais en fait, c'est d'autant plus terrible que ça alimente la venue de l'extrême droite, entre guillemets, et là, je le redis, concept à peu près indéfinissable, mais qui nous rappelle à quel point
un des héritages vraiment de la propagande communiste au XXe siècle nous travaille encore sans qu'on s'en rende compte, c'est le rapport à l'antifascisme, entre guillemets. Parce que l'antifascisme, évidemment, on est tous antifascistes, on est tous absolument hostiles à cette forme monstrueuse du politique, mais le fait est que l'antifascisme, et Raymond Aron l'avait vu dès les années 30, eh bien, l'antifascisme, ce n'est pas une doctrine de lutte contre le fascisme, c'est une technique pour assimiler au fascisme tous les adversaires du communisme. Eh bien, de la même manière, aujourd'hui, on pourrait dire que l'anti-extrême-droitisme, pardonnez la formule, c'est une manière d'assimiler à l'extrême droite tous ceux qui constatent l'échec de la société diversitaire, tous ceux qui constatent l'échec de l'immigration massive, tous ceux qui constatent, par exemple, que la théorie du genre fait des ravages dans une génération d'enfants cobayes. Donc, on va assimiler à l'extrême droite tous ceux qui, finalement, ne se couchent pas devant l'idéologie dominante. Alors, sur Crépol, on a eu un exemple hier absolument incroyable sur C'est dans l'air, avec Patrick Cohen, qui nous explique que c'est un bal, que ce sont des jeunes un peu différents qui sont venus s'amuser, draguer des filles. Alors, moi, ça me frappe. On attendait le moment dans la séquence des événements, c'était presque inévitable. Hein. Je le dis avec tristesse. C'était inévitable. On allait dire à quel moment le récit va se retourner. Parce que qu'est-ce qui arrive? D'abord, il y a Crépol, et là, la scène est terrible. Hein. C'est quand même une expédition, un raid, avec des gens qui arrivent avec des couteaux. Vous arrivez rarement avec un couteau et une grande lame dans un endroit, simplement sous le signe de la bonne intention. À moins d'être un boucher dans une boucherie. Sinon, qu'est-ce que vous faites avec une grande lame comme ça? Et bon, on connaît la scène, on sait ce qui a été rapporté. 9 des témoins de ce carnage disent qu'ils entendent des commentaires relevant du racisme anti-blanc. Il faut quand même le dire, on veut planter des blancs. Imaginez une circonstance où on aurait une bande de skinheads qui irait dans une fête communautaire musulmane ou fête ou je sais pas, antillaise, ils diraient on veut planter du noir, entre guillemets, on veut planter de l'arabe. Eh bien, tout le monde serait scandalisé, nous serions scandalisés, on dirait mais c'est un crime raciste absolument condamnable. Mais apparemment, lorsque c'est pour planter du blanc, ce n'est plus condamnable, il faut même pas le procureur ne le retient pas. Et là, ce qui est intéressant, c'est le récit, vous l'évoquez, mais c'est pas le seul, c'est le récit médiatique, c'est dans les faits, les gens qui arrivaient là, qui ont les agresseurs, si on comprend bien le récit qu'on a entendu sur la 5, se sont présentés pour faire la fête, mais ils ont été victimes, à demi-mot, d'une forme de racisme anti-musulman ou d'islamophobie, ou à tout le moins de préjugés qui les ciblaient. Ils se sont sentis vexés, ils ont sorti les couteaux, et finalement, le carnage a eu lieu, qui en profite, encore une fois? C'est l'extrême droite. Et d'ailleurs, c'est fascinant. Donc, la question des prénoms, des noms, est-ce qu'on doit les dévoiler ou non? Il ne faut pas les dévoiler parce que ça pourrait faire le jeu de l'extrême droite. Le journaliste que vous mentionnez, lui, modifie l'argument. Il dit on aurait dû les dévoiler parce que sinon, ça laisse croire qu'on veut les cacher et ça fait le jeu de l'extrême droite. Mais quels que soient, tous les chemins mènent à l'extrême droite. L'extrême droite, évidemment. Alors, il y a un autre aspect aussi, moi, de cette idéologie, en fait. Alors... Est-ce qu'on peut l'appeler totalitarisme ou wokiste? Ou est-ce comment vous... D'abord, une question, on parle souvent du wokisme, qui est une notion finalement difficile à définir. Est-ce que c'est un style de vie? Est-ce que c'est une idéologie, une religion, une culture? Et est-ce que cette difficulté à la définir ne la rend pas aussi difficile à combattre, finalement? Je vous dirais, s'il faut le définir, j'y verrais il y a un très bon livre, soit dit en passant, que je me permets de recommander, c'est de Comprendre la révolution woke de Pierre Valentin. Un très, très beau livre sur cette question, probablement un des ouvrages les plus importants sur la question écrite depuis quelques années. Il cherche à conceptualiser la chose. La définition que je vous en proposerais, le wokisme, finalement, c'est le 1793 du multiculturalisme. C'est le fanatisme diversitaire, c'est-à-dire c'est un moment d'accélération historique sous le signe de l'hystérie idéologique, il faut bien le dire, qui sacralise, dis-je, qui absolutise toutes les revendications minoritaires, mais surtout qui satanise et qui diabolise comme jamais le monde occidental désormais réduit à la figure absolument repoussante de l'homme blanc hétérosexuel, civilisation occidentale que l'on réduit désormais à une série de systèmes discriminatoires entrelacés les uns les autres qui seraient programmés depuis les origines pour persécuter les minorités. Donc le wokisme, c'est cette espèce de doctrine qui s'accompagne d'une psychologie. C'est une psychologie épouvantée. C'est une psychologie qui conjugue à la fois une extrême fragilité idéologique. Hein. Vous avancez dans la société, vous êtes offensé partout, en toutes circonstances. Et au même moment, sous le signe du fanatisme, cette société ne doit pas être réformée, elle doit être abattue. Et pour cela, il faut donc faire tomber ces symboles. On connaît la question des statues, il faut interdire les livres. Donc le principe de la censure accompagne le wokisme. Donc on pourrait dire que c'est un néo-progressisme fanatisé. La part originale... racisme à rebours.
Oui, alors il y a une dimension anti-blanche, entre guillemets, qui est tout à fait assumée, mais on nous explique, et ça c'est le génie véritablement de l'idéologie. Vous savez, on est encore une fois, c'est presque la même structure mentale que ce qu'on appelait autrefois le marxisme scientifique. On nous dit, mais le racisme anti-blanc n'existe pas. Et même parler de racisme anti-blanc, c'est bien la preuve que vous êtes un raciste blanc. Alors, comment ça? C'est quand même étonnant. Et l'explication qu'on nous donne est la suivante. Le racisme, autrefois, c'était une volonté de hiérarchiser les groupes humains selon des critères raciaux, ce qui est effectivement une doctrine atroce. Maintenant, on dit non, c'est plus ça. Et ils appellent ça le racisme systémique ou structurel. Donc, ils nous disent, prenez une société, remarquez les disparités statistiques entre les groupes qui la composent. Ces disparités s'expliqueraient inévitablement exclusivement par des systèmes discriminatoires au désavantage des minorités. Dès lors, vous pouvez... Donc, la société est systémiquement raciste. Et là, ça va plus loin. On nous dit, on pourrait avoir une société où il n'y aurait aucun raciste individuel, donc quelqu'un qui serait raciste, mais la société serait raciste en elle-même parce qu'elle produirait des mécanismes d'exclusion. Bon. Des mécanismes d'exclusion réguliers. Alors, ce qui est intéressant dans cette vision des choses, c'est... Mais alors, comment nommer ceux qui disent « sale blanc » ou « je vais planter du blanc » ou « je déteste les blancs » ? Ben, ce n'est rien d'autre qu'un discours d'autodéfense raciale des minorités persécutées par cette logique de racisme systémique. Donc, le vrai racisme, qu'est-ce que c'est ? C'est la nation, c'est l'universalisme, c'est le libéralisme, c'est le républicanisme. Et dire « sale blanc », ça, ce n'est pas du racisme, c'est de l'autodéfense légitime des minorités en voie de décolonisation. Donc, vous voyez, c'est le monde à l'envers. C'est le monde falsifié. Oui. Alors, il y a une chose aussi qui est très étonnante. Vous prenez l'exemple de Frédéric Beigbeder. Et vous dites que, en fait, Frédéric Beigbeder s'est rendu compte de l'existence du totalitarisme woke quand celui-ci l'a attaqué. Et est-ce que, justement, c'est pas ce qui fait sa force et son côté pernicieux? Parce que ce totalitarisme, on peut dire, il laisse penser à une majorité de gens qu'ils sont libres à partir du moment où ils ne s'écartent pas des clous, finalement. Alors, je vais vous raconter ça, la scène en deux temps. Beigbeder, effectivement, subit une censure. Il se demande ce qui lui arrive. On cherche à annuler sa conférence, on cherche à le bloquer, à le censurer. Son livre. Et là, il nous dit, pour son livre, de mémoire, c'est Confession ou Confession d'un hétérosexuel légèrement dépassé. Voilà. Et le titre est important. Alors, Beigbeder, globalement, c'est une figure, c'est un écrivain de grand talent, il n'y a absolument aucun doute là-dessus, mais c'est un homme qui longtemps était dans la tendance. Il était, même lorsqu'il était réac, il était réac cool. Donc, c'était bien être réac cool, c'est une manière comme une autre, un positionnement mondain qui est certainement pas sans avantage. Ensuite, la censure lui tombe dessus. Et sa réponse, et surtout la réponse de ses amis qui l'ont défendu, ce n'est pas « mais la censure, c'est horrible ». La réponse, c'est « pourquoi moi ?» Pourquoi moi? Auparavant, la censure pouvait tomber sur des gens, c'était légitime, des gens qu'on assimilait à l'extrême et ainsi de suite. Mais là, c'est mon tour. Donc, et ça, c'est le drame de cette gauche libérale qui était favorable à la censure tant qu'elle tombait sur ce qu'elle appelait l'extrême droite. Mais quand c'est son tour, elle ne comprend pas. Et j'ai eu cette conversation il y a quelques semaines avec un intellectuel de grande valeur qui se désolait à son tour d'être censuré. Il en a parlé un peu plus publiquement. Puis là, j'ai dit, mais cher ami, vous savez, cette censure dont vous parlez, elle existe depuis 30 ans au moins, sinon davantage, pour des gens que vous assimileriez à la droite ou l'extrême droite. Et il dit, oui, mais c'est Mathieu, c'est normal de censurer les extrêmes. Oui. Il dit, mais cher ami, le problème est le suivant, c'est que vous ne décidez jamais si vous êtes un extrême. Or, dans les circonstances, on vient de vous extrême droitiser, et ça, c'est votre tour. Et je lui disais, si vous étiez opposé à la censure, même des gens que vous n'appréciez pas, il y a 30 ans, il y a 40 ans, il y a 20 ans, il y a 10 ans, il y a 5 ans, eh bien, ça ne vous serait pas tombé dessus aujourd'hui. Mais c'est comme aux États-Unis. Rappelez-vous, au moment du soulèvement Black Lives Matter et des mois qui suivent, une partie de la gauche libérale américaine est absolument bouleversée parce que c'est son tour de se faire censurer. Elle ne sait pas ce qui arrive. Donc là, la bande publie de mémoire dans un magazine américain, une tribune, pour dire c'est absolument scandaleux la censure, mais il commence en disant, certes, le plus grand danger Donald Trump. Une fois que c'est dit, pourrions-nous néanmoins condamner cette censure qui vient? Donc, ils avaient répété la prière attendue pour demeurer dans le périmètre de la respectabilité progressiste. Mais ensuite, la censure venait. Je les rassure, malgré leur prière première, ils seront censurés néanmoins parce que l'idéologie diversitaire a dit vous êtes désormais, vous croyez de la gauche libérale républicaine, tout ça, mais dans les faits, c'est pas vous que vous décidez, vous êtes les porte-paroles inconscients de la suprématie blanche et c'est encore pire.
pire, parce que c'est le discours de certains aux États-Unis, qui disent un suprémaciste blanc, le Ku Klux Klan, c'est beaucoup moins dangereux qu'un libéral, parce qu'au moins le Ku Klux Klan, on sait que c'est un raciste ouvert. Nous, dont on se méfie, ce sont les libéraux qui se croient ouverts et qui, dans les faits, réhabilitent ou légitiment la suprématie blanche sous couvert de libéralisme. Donc, leur première cible, ce sont les libéraux. On voit encore une fois la structure mentale de tout cela. Il faut vraiment étudier les mécanismes mentaux des uns et des autres pour voir dans quel système nous évoluons. Mais alors, ce qui est quand même intéressant, c'est que nous, Français, alors, pas vous, les Canadiens, parce que les Québécois, vous avez échappé à la Révolution française. Mais nous, on a connu ce phénomène extrêmement rapidement. Je crois que M. Guillotin, inventeur de la guillotine, a failli finir sous son objet. Et que Robespierre devait être tout surpris d'avoir eu la tête coupée. Non, mais la Révolution dévore toujours ses enfants. Ça, elle est extraordinaire et ça se passe en un temps Ah oui, bien réduit. sûr. Et elle se réactive toujours. Et ça, il faut voir, c'est pour ça que j'utilise souvent la référence 80... On peut célébrer 89 si on veut, mais 89 porte quand même en lui 93. Oui. Ça, je crois qu'il ne faut jamais l'oublier. Or, et le schéma de la Révolution qui dévore ses enfants revient en boucle. On le voit en URSS, évidemment, on le voit en mai 68, on le voit dans la Chine communiste, et on le voit aujourd'hui dans le monde de la Révolution diversitaire. Parce qu'il y a ceux qui ont porté ça croyant de bonne foi, il faut s'ouvrir à ci, à ça, aux minorités. Puis on peut comprendre, il y a des revendications qui étaient évidemment légitimes, mais un jour, en fait, c'est tout le drame du clivage gauche-droite. Vous ne décidez jamais si vous êtes à gauche, c'est la gauche qui décide si vous êtes avec elle. Et comment fonctionne le clivage gauche-droite? Ce n'est pas un clivage fixe. Donc, la gauche est là, mais la gauche est un mouvement. Donc, si vous ne suivez pas le mouvement, un jour, vous vous retrouvez au centre et à droite et à l'extrême droite sans jamais avoir changé d'idée, mais parce que le contenu idéologique de la gauche, lui, a progressé. Puis c'est le drame de certains de nos amis, de grands intellectuels de gauche, qui vont dire, pour moi, la gauche, c'est la nation, la laïcité, l'école publique, la culture générale pour tous. C'est l'extrême droite, quasiment. Aujourd'hui, c'est leur drame, parce qu'ils disent, oui, mais quand je suis rentré à gauche, c'était ça, la gauche. Oui, mais cher ami, c'est une erreur. La gauche n'est pas un programme. La gauche est un processus et un mouvement. Vous avez embrassé la gauche à un certain moment donné, mais pour demeurer de gauche aujourd'hui, vous devez renier ce que vous avez aimé hier. Et là, c'est le drame de l'intellectuel de gauche qui dit, mais je suis encore de gauche. C'est pas moi qui ai quitté la gauche, c'est la gauche qui m'a quitté. On connaît ça par cœur, puis je comprends la douleur de ceux qui se sentent abandonnés parce qu'ils croient être leur famille politique. Ils font simplement l'erreur de s'accrocher au mot gauche comme si ça représentait une forme de noblesse morale supérieure, alors qu'il s'agit pour moi plus généralement d'une logique d'épuration. Alors, c'est un constat que nous pouvons faire, vous et moi, sur les plateaux de télé. Regardez quelqu'un comme Julien Drey, qu'on appellera maintenant un homme de gauche CNews compatible, ou ce qui est arrivé à Éric Nolot également. C'est-à-dire des hommes de gauche qui tout à coup se retrouvent... trouvent que de l'autre côté, il y a quand même une pluralité de débats, etc., et finissent par quitter leur matrice originelle après l'avoir défendue. Oui, moi, j'avais eu des débats avec Éric Nolot à une époque où il était volontiers Torquemada. Hein. Alors, il y a quelque chose de particulier, c'est que moi, je crois être de gauche répond à un besoin psychologique. Ça, j'en suis rendu à cette conviction. C'est quand on adhère à la gauche, c'est comme il y a une forme de conversion du cœur, et on ne peut pas quitter la gauche sans avoir l'impression de se renier. Donc, qu'est-ce qu'on voit? Vous noterez, c'est assez rare des hommes de gauche qui passent à droite. Qui disent, j'étais de gauche, je suis de droite. Ça, j'en connais très peu. Ce que je connais à la rigueur, c'est les hommes de gauche. Je l'ai dit, 1A, qui disent, ce n'est pas moi qui ai quitté la gauche, c'est la gauche qui m'a trahi. Ou s'ils veulent aller plus loin, ils vont dire, finalement, le clivage gauche-droite n'a aucun sens. Donc, ils congédient le clivage gauche-droite plutôt que de passer à droite, parce qu'on ne passe pas à droite, on dérive à droite. Passer à droite, c'est la déchéance d'une partie de l'âme humaine. Vous connaissez sans doute la citation d'Antoine Blondin, je n'ai jamais osé être de gauche en étant jeune, de peur de devenir de droite en vieillissant. Bien sûr. Or moi, on est happé par la droite. Ah oui, mais moi, je suis de l'école... Alors, le clivage gauche-droite, j'en fais usage comme tout le monde parce qu'il est tellement pesant dans nos sociétés qu'il sert à nommer les réalités. Mais intellectuellement, je le crois profondément stérilisant, profondément paralysant. Pourquoi? Parce que dès lors qu'on rentre dans la logique gauche-droite, c'est la gauche. La gauche s'autoproclame gauche et renvoie à droite ce dont elle ne veut pas. Ce qui fait que qu'est-ce que c'est la droite, fondamentalement? C'est un rassemblement de proscrits. Bon. C'est-à-dire toute une série de gens qui, à différents moments, dont la gauche ne voulait plus. Et là, c'est à ce moment-là qu'on fait la distinction de la droite et l'extrême droite, entre guillemets, j'utilise tous les guillemets nécessaires. Qu'est-ce que la droite dite républicaine? C'est la droite qui quête encore la respectabilité morale de la gauche. Et qui dit, pourriez-vous, au moins, c'est ce que j'appelle une gauche pâle, une gauche au ralenti ou une gauche 15 minutes en retard. Et qu'est-ce qu'ils appellent l'extrême droite? C'est la part de la droite qui n'accepte pas les critères de respectabilité fixés par la gauche, qui ne se contente pas de contester le rythme, parce qu'on dit souvent, les gens disent de la droite républicaine, disent, on n'est pas en désaccord avec tel objectif de gauche, mais on veut y aller à notre rythme et selon nos méthodes et selon nos manières. Mais si vous contestez l'objectif fixé par la gauche,
et vous en remettez en question philosophiquement, alors vous êtes inévitablement extrême-droitisé. Donc le concept d'extrême-droite change de contenu sans arrêt, parce que selon les circonstances, eh bien, ça peut désigner un authentique fasciste, l'horreur absolue ou le nazisme, on l'a fait, mais ça désigne aussi les adversaires, ça c'est quand même fascinant, ça désigne les adversaires de la présence des drag queens dans les écoles, ça désigne les adversaires de la discrimination positive, ça désigne ceux qui critiquent les excès du mouvement MeToo, ça désigne les partisans d'un impôt minimal, ça désigne par ailleurs les défenseurs de l'esprit de la social-démocratie nationale scandinave, on le sait, où ils ont voulu conjuguer en fait l'État-providence et une communauté nationale forte. Ça désigne aussi les libertariens américains. Donc le concept, finalement, qu'est-ce qu'il veut dire? Il veut simplement dire le méchant du moment. Alors c'est intéressant, vous dites, voilà un terme qu'on cherche à tout prix à coller à des gens qui n'en veulent absolument pas. Ah ben, c'est fascinant, ça. Communisme, socialisme, conservatisme, fascisme même autrefois, libéralisme, ce sont des termes qui sont revendiqués. Ensuite, on peut apprécier ou pas apprécier, mais ce sont des termes revendiqués. L'extrême droite, c'est un concept qui n'est jamais revendiqué. Ça devrait quand même nous mettre la puce à l'oreille. Et notez le travail, c'est vraiment un duo vraiment d'enquêteurs en nos sociétés. Il y a le journaliste de gauche spécialisé de l'extrême droite. Et là, ces plats, son but dans la vie, il y en a beaucoup. Et le but de ces gens-là, vous en savez quelque chose, j'en sais quelque chose aussi, c'est d'identifier les contradicteurs idéologiques, et l'idée, c'est de leur coller l'étiquette extrême droite pour les tuer professionnellement. L'idée, c'est de faire en sorte... Et là, on va dire, oui, mais vous ne dites pas l'extrême droite, non, mais avouez. Parce que l'extrême droite est pensée ici comme une forme de possession diabolique. Donc, il faut, une fois qu'on a dévoilé, puis la méthode est toujours la même, il faut dévoiler que quelqu'un est d'extrême droite et lui coller cette étiquette. Une fois que c'est fait, même si, et là, la personne dit non, je ne le suis pas, avouez, donc vous vous cachez. Et là, c'est la ruse du diable, hein. C'est-à-dire, la plus grande ruse du diable consiste à nous faire croire qu'il n'existe pas. Et bien, de la même manière, la plus grande ruse de l'extrême droite serait de nous faire croire qu'elle n'existe pas. Donc, la méthode est toujours la même. On dit avouez, et une fois qu'on a collé de manière à peu près de manière toujours malhonnête l'étiquette d'extrême droite à quelqu'un, la suite, c'est mais on ne débat pas avec l'extrême droite. Dès lors, il faut soit tuer professionnellement cette personne, soit il faut à tout le moins la marginaliser le plus possible, mais jamais répondre à ses arguments. Pourquoi ne pas répondre à ses arguments? Parce qu'il est d'extrême droite. S'il est d'extrême droite, c'est qu'il cache sa vraie nature. Dès lors, ses arguments ne sont pas des arguments, mais ce sont en fait des ruses et des stratégies pour normaliser un système pulsionnel atroce sous le signe de la raison. Donc, on voit, on est vraiment dans une logique qui relève de l'exorcisme. Et vous l'expliquez très bien avec le RN et la dédiabolisation. Ça, c'est vraiment aussi, et c'est l'idée de se rendre acceptable, l'idée de gommer mais une idée qui est sans cesse remise en cause, puisque à chaque élection, on va nous refaire mais exactement, on ne décide jamais de se dédiaboliser soi-même. En fait. C'est-à-dire, vous noterez, Marine Le Pen, là-dessus, puis la question n'est pas d'être d'accord ou non avec son programme, je laisse ça aux autres. Je dis simplement la manière dont ça fonctionne. On croyait que le RN était diabolisé à cause des déclarations du père sur la Deuxième Guerre mondiale. Bon. Mais la fille rompt complètement, non seulement avec ces fameuses déclarations, mais jusqu'avec son père politiquement, jusqu'à le chasser du parti. Bon. Et là, la diabolisation continue. On dit, mais pourquoi? Je crois qu'on diabolisait pour ça. On dit non, en fait, ce sont vos positions sur l'immigration. Mais lesquelles? C'est pas clair. Et là, à la dernière présidentielle, rappelez-vous l'argument, le véritable marqueur du fait que le RN était apparemment à l'extrême droite, c'était le fait qu'il voulait utiliser le référendum pour réformer les institutions. Le référendum serait un marqueur d'extrême droite. Pourquoi? Parce que le référendum réhabiliterait, sous le signe du peuple unifié, la tyrannie de la majorité sur les minorités, contesterait l'état de droit, tel qu'on le présente aujourd'hui, mais c'est moins l'état de droit que l'état de droit falsifié qui est le gouvernement des juges. Donc, si vous contestez l'état de droit version gouvernement des juges, vous êtes, qui serait protecteur des minorités, vous êtes dès lors d'extrême droite. Ben là, ça commence à être compliqué. Et vous noterez aussi, il y a une chose qui me passionne, puis ça, j'en parle dans le cas de Geoffroy Lejeune. J'avais une question sur lui. Allez-y. Mais juste avant, De Gaulle serait d'extrême droite. Voilà, je pense qu'il serait à droite de l'extrême droite. En plus, avec ce qu'on a ressorti avec la crise, avec l'attaque du Hamas, sur ses déclarations sur Israël, tout ça, ça l'a fait... je dirais toutes les déclarations du général de Gaulle aujourd'hui seraient d'extrême droite. Je donne un exemple. De Gaulle voit des peuples qu'il ne réduit pas à des entités juridiques. Ne serait-ce que je dis le Vive le Québec libre, soit dit en passant, c'est un exemple. C'est-à-dire que De Gaulle voit, oui, il y a la nationalité juridique canadienne, mais il dit il y a un peuple québécois. Il dit le peuple québécois est demeuré profondément français au fond de lui-même au bout de 4 siècles, malgré la nationalité administrative qu'on lui a collée de force. Donc on dirait probablement de Gaulle aujourd'hui que c'est un nationaliste ethnique, par exemple. On connaît ces fameuses déclarations rapportées par Alain Perfit sur la définition du peuple français à Colombey. Bon, c'est
on pourrait dire que ça tranche avec l'époque. Oui. De Gaulle dit la véritable Cour suprême, c'est le peuple français. Alors ça, De Gaulle, aujourd'hui, si on prend son corpus doctrinal, eh bien, on le classe à l'extrême droite, ça devient infréquentable. Et de ce point de vue, c'est amusant de voir à quel point on célèbre d'autant plus le général de Gaulle aujourd'hui, qu'on l'a vidé de toute substance, qu'on a vidé sa doctrine, son action de toute signification, et n'en reste plus qu'une image qu'on investit du contenu selon les besoins du moment. Donc de Gaulle, finalement, devient une forme de pré-chiracien qui aurait, de toutes ses forces, lutté contre une définition historique et culturelle de la nation française. C'est original. Ouais. Alors prenons justement une personne qui n'est pas d'extrême droite, mais qui ne s'est jamais autant vu affubler ce concept, Geoffroy Lejeune. Alors ça, c'est absolument fascinant. Geoffroy Lejeune, qui est un homme pour qui, je me permets de dire, j'ai non seulement la plus grande amitié, mais la plus grande estime. C'est un homme d'un courage tout à fait remarquable. Il est nommé, donc on le sait, à la tête du JDD. Et là, la double réaction qu'il faut quand même prendre la peine d'analyser. Comment l'AFP présente Geoffroy Lejeune? L'AFP dit Geoffroy Lejeune marqué à l'extrême droite. Alors moi, j'ai écrit à la journaliste de l'AFP qui a fait ça, mais elle ne m'a pas répondu. Elle doit avoir manqué de temps. J'ai dit, pourriez-vous me dire qui est le marqueur? Je veux quand même le savoir. Vous me dites qu'il est marqué à l'extrême droite. Ça veut donc dire qu'il y a une instance autorisée qui marque les gens à l'extrême droite. Tout comme je devine qu'on pourrait dire aussi marqué au socialisme, marqué à l'extrême gauche. Ah non, ça ne le fait pas. Donc, qui est le marqueur? Je veux savoir, parce que cette instance suprême qui permet de savoir si un homme est fréquentable ou non, je veux savoir qui la compose, à moins que ce soit simplement une forme de marqueur invisible. Quoi qu'il en soit, j'ai jamais eu ma réponse. Qui marque à l'extrême droite? Deuxièmement, une pétition est lancée contre lui, 400 ou 600 signataires, et qui disent, pour la première fois depuis la Libération, l'extrême droite s'empare d'un grand titre national, de la presse nationale. Donc, on nous explique que Geoffroy Lejeune est l'héritier, donc des fascistes, des nazis, des collabos, de Pétain, de Je suis partout. Là, on dit, vous êtes des malades. Mais vous êtes des malades. Je veux dire, on peut être en désaccord avec telle ou telle idée de Geoffroy Lejeune, il n'y a pas de souci. On peut être en désaccord avec sa vision des choses. Je m'en fiche, la question n'est pas là. Mais faire de l'arrivée de Geoffroy Lejeune à la tête du JDD, qu'on soit d'accord ou non avec cette nomination, c'est complètement secondaire, mais le signe du retour des forces vaincues en 1945, là, on commence à se dire qu'on vit dans un monde parallèle complètement délirant. Et pour moi, je trouve ça tout à fait fascinant de voir ces gens qui instrumentalisent la mémoire de la lutte contre le fascisme et le nazisme pour simplement étiqueter de sale manière tous ceux qui ne pensent pas comme eux. Ces gens-là instrumentalisent de manière atroce la mémoire de la Deuxième Guerre mondiale. La mémoire de la Deuxième Guerre mondiale, pour ce que j'en sais, c'est une mémoire qui nous rappelle à quel point l'être humain est capable d'aller dans les pires, on pourrait dire, les pires profondeurs de l'âme humaine pour faire des crimes absolument atroces. Instrumentaliser ça pour exécuter quelqu'un parce que vous êtes en désaccord avec sa vision soit de l'immigration, de l'identité, tout ça, je trouve que ça relève pour moi d'une volonté d'assassiner socialement quelqu'un, et ça en dit beaucoup sur ceux qui ont signé cette pétition. Pour moi, ce sont à ce moment déshonorés. Mais alors justement, et là je vais revenir sur votre concept de totalitarisme sans le goulag, les gens qui signent cette pétition, il y a aussi les gens qui ne la signent pas. Et ceux qui ne la signent pas sont désignés comme potentiellement complices. Et vous avez absolument raison. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je dirais que la première dissidence, du point de vue du régime, c'est le silence. C'est-à-dire, on nous disait au moment de Black Lives Matter que le silence était une violence. Donc, si vous ne répétiez pas les slogans du régime qui étaient « l'Occident est fondamentalement raciste »,« l'Occident est fondamentalement discriminatoire », bon, si vous ne le répétiez pas, vous étiez déjà coupable. Ça nous fait penser, soit dit en passant, aux 2 minutes de la haine chez Orwell. Rappelez-vous, chez Orwell, il y a la scène des 2 minutes de la haine où tout le monde doit... on voit la figure de Goldstein qui est là, qui est l'ennemi personnifié du régime. Et là, tout le monde doit dire « haine, haine, haine » en criant des slogans pour dire « nous te détestons ». Et si quelqu'un se dérobe... Si vous criez un peu moins fort que les autres, on sent dès lors qu'on est devant un dissident. J'appelle ça toujours le principe, le premier qui cesse d'applaudir le maréchal Staline paiera. Bon, mais de la même manière, ceux qui n'ont pas signé cette pétition, eh bien, se rendaient coupables dès lors d'indifférence devant la montée terrible du fascisme. C'est quand même assez fascinant comme argument. Et je note, soit dit en passant, la nomination, parce qu'il y a non seulement ceux qui ne la signent pas, mais ensuite, il y a eu un papier dans un quotidien qui se veut de bonne réputation, c'est assez amusant, qui faisait la cartographie des amitiés de Geoffroy Lejeune. Je me permets d'y revenir parce que c'est quand même fascinant. Donc on allait voir, il y en a un d'entre eux, je me rappelle encore, la scène m'a frappé, c'est une figure par ailleurs de bonne réputation générale. On dit, vous êtes ami avec Geoffroy Lejeune.
Et là, le type comprend que ça peut lui coûter très cher, socialement, culturellement, dans sa surface sociale. Et il répond « Ah, mais c'est pas mon meilleur ami, c'est un ami parmi d'autres, on est amis un peu. » Oui. Eh bien là, sur les réseaux sociaux, les enquêteurs, les KGBistes de notre temps disent « Mais vous êtes quand même amis un peu avec lui. Pourquoi êtes-vous amis un peu avec lui? » Je me souviens de cet épisode. Ah, mais c'est exceptionnel. Donc là, on est vraiment devant des commissaires politiques. Et ça, pour faire, je dis souvent de nos sociétés qu'elles poursuivent l'expérience de l'URSS par d'autres moyens. Mais la figure, le journaliste de gauche aujourd'hui, j'entends pas par là le journaliste qui vote à gauche comme le social-démocrate ordinaire, mais le chasseur de gens d'extrême droite dans sa tête, le spécialiste de la chose, lui, véritablement, c'est un commissaire politique. C'est un commissaire politique dont l'objectif est de marquer socialement pour les rendre infréquentables et inemployables, et ensuite les condamner aux marges de la plus extrême manière, ceux qui osent penser autrement que le régime ne le demande. Puis dans certains cas, ça peut être assez extrême. On l'a vu au Canada, je donne un exemple dans le livre, où un homme qui... c'est en Ontario, donc la province juste à l'ouest du Québec. Un homme qui était lui-même un bon progressiste, qui cochait toutes les cases du bon progressisme. Irréprochable. Il y a une séance sur l'antiraciste, tout ça, bon, comme d'habitude. Et là, il dit, vous savez, le Canada, c'est quand même pas aussi pire que les États-Unis en matière de racisme. Là, la formatrice et le petit milieu disent, c'est lié à la preuve que vous êtes vous-même un suprémaciste blanc, conscient ou inconscient. Et là, je vous la fais courte, mais finalement, sa vie s'effondre à peu près. Il finit par se suicider. Bon, mais je devine qu'on dira bien fait pour lui. Comment avait-il osé penser ainsi? Oui, parce qu'il s'est retrouvé tout à coup classé dans la catégorie, je me souviens de cette histoire, dans la catégorie contre laquelle il a combattu toute sa vie. Exactement, en fait. C'est la déchéance absolue. Ouais. L'avantage d'être infréquentabilisé jeune, c'est que vous créez, dès lors, déjà, vous fréquentez le réseau des infréquentabilisés. Et ça vous donne un peu de carapace, une carapace morale, mentale, existentielle. Mais si vous êtes un progressiste irréprochable, je sais pas, à 54 ans, vous chutez. Parce que vous avez juste dérapé, entre guillemets, vous avez dit le propos de trop, et là, votre vie s'effondre. Et bien, vous êtes expulsé de votre milieu, de vos amitiés, de tout. Vous perdez pied. Et là, vous perdez pied complètement. Et là, votre vie s'effondre. Et la plupart des gens ne sont pas faits pour gérer une vie qui s'effondre. Évidemment. Et on peut voir des conséquences tragiques. Alors, il y a autre chose qui est un peu un corollaire de l'extrême droite, et on l'a évoqué brièvement, c'est la Seconde Guerre mondiale, et ce que j'appelle, moi, ce que d'autres aussi appellent le reductio ad Hitlerum. Ça, c'est un outil extraordinaire. Enfin, on l'a vu, c'est utilisé aussi dans les relations internationales. On voit un dictateur, je pense à Saddam Hussein, qu'on a soutenu pendant des années, puis tout à coup, il n'est plus dans le là, et ça devient le nouvel Hitler. C'est cette transformation du nouvel Hitler, c'est quand même quelque chose d'assez... Il y a quelque chose de fascinant dans le rapport à la Deuxième Guerre mondiale. C'est comme si ça devait demeurer la matrice universelle d'interprétation de la vie politique, des rapports internationaux, et ainsi de suite. Ce qui fait qu'on voit toujours Munich en toutes circonstances. Oui, la question, la séquence Russie-Ukraine était assez fascinante de ce point de vue. Alors, moi, j'ai eu l'occasion de le dire sur votre plateau. Moi, je suis tout à fait, en ces matières, je suis du camp qui dit les Ukrainiens, cette agression est absolument inqualifiable et les Ukrainiens sont en droit de défendre absolument leur indépendance. Et je n'ai aucun... Comment dire, en ces matières, moi, ma préférence était marquée. J'étais solidaire du drapeau ukrainien. Ensuite, ceux qui nous disaient, c'est fascinant, il y a une étape de plus qui était... Vous savez, si vous ne voulez pas faire tomber Poutine directement, donc, parce que moi, on souhaite quand même la paix, généralement. On ne veut pas un conflit qui s'embrase, on ne veut pas un conflit qui bascule ensuite en Pologne, puis ensuite dans les pays baltes. On ne veut pas que l'Europe s'embrase, on ne veut pas qu'un conflit local devienne un conflit continental, ensuite un conflit mondial. Vous deveniez Munich. Mais exactement. Donc, l'instrumentalisation de la mémoire de Munich fait en sorte que quand on est dans un cas, on est censé... Aussi détestable Poutine soit-il, aussi détestable l'agression russe soit-elle, on veut quand même pas non plus que ça bascule dans un conflit continental et même mondial. Mais si vous aviez ce simple souci, vous étiez associé à Munich. Donc là, la mémoire de la Deuxième Guerre mondiale, mais version Munich sur ce coup-là, sert à abolir toute réflexion un temps soit peu sérieuse. Mais la réduction du monde, c'est comme si finalement la Deuxième Guerre ne s'était jamais terminée. C'est quand même, la Deuxième Guerre est une scène suffisamment atroce pour qu'on n'ait pas envie de la revivre tous les jours. Mais pour certains, c'est une forme de rente mémorielle parce qu'elle sert finalement toujours à assimiler
aux vaincus de la Deuxième Guerre mondiale, au régime, au nazisme et au fascisme, tous leurs adversaires deviennent finalement des héritiers tardifs, lointains et inavoués du nazisme et du fascisme. Et là, on a envie de dire, mais vous manquez tout simplement de décence, chers amis. Vous manquez de décence. Je veux dire, et par ailleurs, ceux qui ont réussi à faire tomber le nazisme, eh bien, le général de Gaulle, c'était pas exactement un pré-68 heures en culotte courte. Churchill n'était pas exactement aujourd'hui un pré-woke. Faites la liste. Donc, à un moment donné, ce sont des gens que vous classeriez aujourd'hui comme des nationalistes réactionnaires infréquentables qui ont été capables de tenir tête au nazisme. Oui. Là, à un moment donné, mais encore une fois, et ça, je pense que c'est un effet non seulement de tout dont on parle depuis quelques minutes, mais aussi de l'inculture historique terrible qui est celle de notre temps. Alors justement, cette inculture historique terrible, c'est vraiment le creuset finalement de la propagation idéologique, parce que on se rend compte sur l'Ukraine, on a évoqué, aujourd'hui sur Gaza aussi, puisqu'il y a quand même une chose. Alors, le livre a été écrit, je pense, avant le 7 octobre. Bien sûr. Donc, mais dans, par exemple, la persistance et le développement d'une forme idéalisée de défense de la cause palestinienne dans les universités américaines, c'est quelque chose d'absolument incroyable. C'est une Palestine qui n'existe pas, en fait. C'est le point culminant En fait, c'est la querelle woke appliquée aux relations internationales. Voilà. C'est là où il y a quand même quelque chose d'intéressant. Que devient Israël ici, dans cette logique? Israël critiquable à bien des égards, la question n'est pas là. Mais Israël devient le point culminant de la civilisation, la pointe avancée, le point culminant de la civilisation occidentale qu'il faut faire tomber. Donc l'Israélien devient la figure absolue de l'homme blanc qu'il faut faire tomber en toutes circonstances. Et de l'autre côté, la cause palestinienne devient la cause qui permet justement de contester le système global de l'Occident impérial. Oui. Et là, ce qui est fascinant avec cette espèce de lecture, surtout présent, vous avez raison, dans les universités américaines, on a envie de dire, ça vous tenterait pas de vous intéresser un peu au conflit en lui-même, cesser de plaquer sur ce conflit des schèmes absolument qui le déréalisent. Et là, vous pourriez dire que le peuple juif a droit à son État, il n'y a pas de doute là-dessus. La cause palestinienne est une cause légitime qu'on doit détacher du Hamas, qui, lui, l'a islamisé intégralement. Est-ce qu'on peut penser minimalement à l'aspiration, donc la fameuse solution des deux États qui, aujourd'hui, on vous présente ça comme une solution de Bénin. Oui. Je m'excuse, mais à l'échelle de l'histoire, ça demeure quand même à peu près la seule solution durable. Ça fait 75 ans que ça devrait être le cas. Mais j'entends, c'est la solution qui permet de réconcilier à moyen et long terme deux légitimités qui, sinon, chercheront... toujours à s'opposer. Alors là, mais on présente ça comme une solution de Bénin parce qu'on est dans une lutte à finir absolue. Comme quoi il faut faire tomber l'Occident qui serait à Jérusalem et Tel Aviv. Non, mais un instant, pensez juste le conflit minimalement. Mais le slogan wokiste des Américains, ou même d'autres universités en Grande-Bretagne et ailleurs, c'est « From the river to the sea, Palestine will be free ». C'est l'idée qu'ils veulent jeter les Juifs à la mer et ils veulent faire tomber l'État d'Israël. Et là, c'est à ce moment-là qu'on ne fait même plus de politique. La politique, ça consiste normalement à trouver une solution que l'on sait d'avance décevante. C'est-à-dire, on sait d'avance que les plus radicaux, entre guillemets, dans chaque camp, puis Dieu sait que je ne mets pas sur le même plan les deux camps, ne seront jamais satisfaits, fondamentalement. Mais la politique, ça consiste justement à gérer intelligemment l'insatisfaction des uns et des autres pour trouver un monde qui, à défaut d'être idéal, soit convenable et tolérable. Dans les ambitions du politique, c'est ça. On n'est pas dans la logique de l'utopie. Mais ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que le discours présent dans les universités américaines est un discours c'est fascinant, légitime l'éradication d'un État, d'un peuple, en disant que finalement, ils n'ont pas le droit d'être là, ils devraient dégager. Et là, on se dit, mais j'y reviens parce que c'est fondamental, et les deux États. C'est si insensé de chercher à trouver, à moyen terme, à court terme, c'est impossible avec le Hamas qui est là, mais à moyen terme, est-ce que c'est insensé de chercher à renouer avec cet horizon? Ceux qui se réclament de la politique traditionnelle de la France devraient peut-être chercher dans cette direction. Non, mais c'est en plus un truc pour lequel Poutine et Biden sont d'accord. Oui. Ah ben oui. C'est quand même assez... mais parce que la réalité, je note que les Américains, sur ce coup-là, sont moins mauvais que je ne le pensais. Ah, tout à fait. Je suis entièrement d'accord. Moi, j'ai mon explication là-dessus qui vaut ce qu'elle vaut, mais le passage de Bush père, pas parce que fils, à Biden,
c'est Bush fils, quand il décide d'envahir l'Irak, c'est une politique étrangère qui n'est plus commandée par le département d'État, mais par les think tanks. Les think tanks néoconservateurs, avec cette idée que le département d'État est une vieille structure pourrie enfermée dans le 20e siècle. Et là, la véritable politique étrangère, son génie créatif doit venir des think tanks. Et c'est la théorie des dominos démocratiques, en disant on va faire tomber Saddam Hussein, puis ensuite tout le Moyen-Orient va se démocratiser, puis on ira dans un monde en paix. Puis c'est la guerre contre le mal. La guerre contre le mal, c'est la formule de certains. Bien sûr. Et là, Biden, et finalement, c'est Axis of Evil, c'était la formule, je crois, de Fromm et d'un autre. Oui, Bush l'avait reprise. Ouais. Or, moi, ce qui me... An End to Evil, c'est le livre de Fromm et de l'autre. Alors, ce qui me frappe dans les circonstances présentes, c'est que Biden, finalement, c'est l'homme du 20e siècle, mais pour le mieux, sur le coup. Ouais. C'est-à-dire, il n'est pas dans les croisades idéologiques. Là, il cherche à être une puissance d'équilibre. Il cherche à trouver une forme de point pour éviter qu'un conflit régional, entre guillemets, ne s'étende à la région et ensuite au monde. Et de ce point de vue, moi, franchement, je redoutais une lecture néoconservatrice des événements, et c'est pas ce qui s'est passé. Parce que sur l'Ukraine, elle était beaucoup plus... plus mettre à bas la Russie, terminer le travail. En fait, c'est le changement de régime. La guerre froide. Il fallait faire tomber Moscou comme il fallait faire tomber Berlin. Et pour les Russes, c'était finir la Seconde Guerre mondiale. Finir la guerre de nos grands-pères. Exactement. Donc il y avait un messianisme de part et d'autre. Absolument d'accord. Et ça, moi, je trouve ça absolument insupportable. Et là, les Américains... Alors, dans la mesure possible, ont une politique qui me surprend pour le mieux. Et moi, qui suis très sévère à l'endroit de Biden, je me dis, mais sur le coup, il est à la hauteur de sa fonction. Et sur les otages, c'est lui vraiment qui s'implique. Oui. Donc c'est vraiment, il met tout le poids des Américains, il fait vraiment les choses. Il est en train de changer le visage de sa présidence. Moi Biden, je le présentais, je le présente encore, notez bien, comme une forme de Brejnev américain, c'est-à-dire c'est la gérontocratie américaine. Ouais. C'est la querelle des gérontes. Biden-Trump, c'est quand même... C'est le roi fou égaré à l'intérieur, et c'est le géronte, c'est l'homme gâteux. Ouais. Et là, finalement, Biden, sur cette séquence-là, est en train de donner un autre sens à sa présidence. C'est l'honnêteté élémentaire que de le noter. Alors on va voir si, en effet, comment ces libérations d'otages peuvent amener un cessez-le-feu un peu plus pérenne. Oui, bien sûr. Et qu'est-ce qui va se passer après? Parce que là, on est quand même dans une parenthèse bien sûr, c'est dans une parenthèse espèce de respiration. Et on n'est pas dans une séquence... Voilà. J'en parlais hier soir, mais sur une émission de télé québécoise à laquelle je participe. On disait, oui, mais est-ce qu'on peut atteindre une paix durable dans la région? Oubliez ça, là. Oui. L'enjeu, c'est pas une paix durable. C'est pas finalement la France et l'Allemagne d'aujourd'hui. Exactement. Voilà. Ce ne soit pas une guerre de haute intensité. Il n'y a pas de réconciliation franco-allemande à l'horizon. Non. Si on peut par ailleurs être dans une trêve suffisamment durable, qu'on s'y habitue, et que cette trêve suffisamment durable à laquelle on s'habitue ressemble à une forme de paix incomplète, mais réelle, ça, je crois que c'est l'horizon espérable, si on permet ce mot. Quand on s'intéresse à la différence de justement toutes ces idéologies, au conflit israélo-palestinien tel qu'il s'est présenté dans les 75 dernières années, avec ces séries de guerres, de négociations, etc., ce sont des gens quand même qui... malgré qu'ils soient aux antipodes et malgré que le Hamas les ait remis encore plus loin les uns des autres, ils vivent à côté. L'un des pires commandants du Hamas, qui s'appelle Yahya Sinwar, qui a été rendre visite hier aux otages israéliens militaires, la conversation a eu lieu en hébreu. Mais la géographie a ses droits. C'est quand même, voilà. Et des histoires d'otages, il y a eu des Palestiniens, des prisonniers palestiniens qui ont été échangés contre des corps de soldats de Tsahal. Il y a eu même cette histoire incroyable de Khaled Meshal en 1997, qui était le chef de la branche politique du Hamas, qui est empoisonné par 2 agents du Mossad en Jordanie. Les 2 agents sont arrêtés. Le roi Hussein veut les faire pendre. Netanyahou est contraint, pour sauver ces 2 otages de la pendaison, de donner l'antidote qui va refaire venir à la vie Khaled Meshal. Les 2 otages vont être échangés contre une centaine de Palestiniens, dont Cheikh Yassine, le fondateur du Hamas. Donc, j'y reviens. C'est la complexité absolue de telles situations. Ça veut dire que eux, ce que je veux dire en rappelant cet épisode, ça veut dire que eux sont habitués. Oui, mais voilà. J'y arrive. Quand je parle de complexité, c'est que je vois. En fait, ça peut être. On peut avoir une situation gérable, c'est-à-dire une situation qui n'est pas aussi destructrice qu'en ce moment. Voilà. Mais ça me rappelle simplement que j'y reviens. La grille de lecture utilisée en Occident pour penser ce conflit est une grille de lecture qui est complètement coupée de ces réalités. Donc, on aura envie de dire aux gens, permettez-vous
vous voulez commenter, commentez si vous le souhaitez, mais prenez la peine minimalement de voir cette situation telle que les acteurs eux-mêmes la voient. Mettez-vous à leur place. Mais c'est probablement la chose qu'on fait le moins aujourd'hui, c'est la capacité de connaître suffisamment un terrain, une géographie, une histoire, une culture, pour être capable de savoir un peu ce dont on parle. Ça ne fait plus partie des méthodes d'enquête du milieu intellectuel. Bien sûr, et moi, la quintessence de tout ça, le plus, c'est de voir, j'ai vu l'autre jour un panneau dans une manifestation aux États-Unis, Queers with Palestine. Mais ça, c'est génial. Ça, pour moi, c'est exceptionnel. On a envie, ces gens-là, c'est le point culminant, en fait, de l'idéologie de l'intersectionnalité. Voilà. Et là, on dit, mais les amis, allez faire un tour là-bas 24 heures, ou 1 heure simplement, et on va voir si vous allez en revenir. Donc là, à un moment donné, l'Occident que vous détestez absolument, sachez qu'il rend possible votre existence, et si vous allez 1 minute là-bas, vous n'en revenez pas. Peut-être qu'à ce moment-là, vous allez... Israël, vous tolérez. Mais bien sûr, je me rappelle, pendant un certain temps, Israël mettait d'ailleurs au cœur de sa diplomatie, cherchait construire son image internationale en disant on est l'endroit le plus ouvert à la diversité sexuelle au Proche-Orient, ce qui est exact, mais comme quoi, en ces matières, mais encore une fois, on le disait, l'ignorance historique, l'ignorance sociologique, ça explique aussi beaucoup de positionnements publics. C'est un carburant. Bien sûr. C'est un carburant. J'ai deux questions pour finir. La première, est-ce que vous pensez que la pandémie du Covid a eu un effet d'une quelconque façon sur cette... c'est une question qui m'obsède, celle-là. Et comment? Parce qu'en temps réel, moi, comme tout le monde, les 6 premiers mois, j'étais... quand même, c'est grave, donc on vit. Faisons ce qu'on nous dit. Le temps passait, je me disais, mais quand même, on est en train de s'habituer à une société qui n'est plus une société de liberté, mais une société d'autorisation. C'est-à-dire, finalement, c'est pas... Il y a certaines interdictions, vous pouvez faire le reste. Vous pouvez rien faire, mais on vous accorde quelques permissions selon ce que la situation sanitaire rend possible. Et ça, je regarde cette séquence, et ce que je retiens, d'abord et avant tout, parce que là, pour nous, c'est une parenthèse, c'est terminé. Mais un modèle de gestion des crises de grande ampleur s'est quand même mis en place, non pas par je ne sais quelle conspiration débile, mais tout simplement en forme de pragmatisme maladroit qui nous amenait à changer de modèle de société. Et je m'explique. Beaucoup d'écolos ont dit et disent encore qu'on peut retenir une leçon de la crise sanitaire, c'est l'idée qu'il y aurait la possibilité d'avoir une forme de passeport climatique. Et... quand une grande figure de l'écologisme français dit il faudrait, c'était sur France Inter il y a quelques mois, il faudrait limiter à 4 voyages en avion à vie pour tout le monde dans le monde. Donc, vous aurez droit à 4 voyages en avion dans votre vie. Moi, ce qui m'intéresse, ce sont les aspects pratiques de la chose. OK, ça veut dire qu'il y a donc une espèce de banque centralisée des informations sur les uns et sur les autres pour savoir combien de voyages en avion ils ont fait dans leur vie. Est-ce qu'on se rend compte de ce que ça veut dire en matière de contrôle de l'information au-delà des pays? Ensuite, quand on nous dit un passeport sanitaire mondial, je l'avais entendu celle-là aussi, est-ce qu'encore une fois, on voit le pouvoir immense qu'on accorde à certaines bureaucraties dans de telles circonstances? Et je redoute, quant à moi, une société où, au nom de la lutte contre les changements climatiques, lutte absolument essentielle, évidemment, ce que je redoute, c'est qu'au nom de cela, eh bien, on établisse un modèle terriblement liberticide qui aura trouvé, finalement, sa première scène d'application dans la gestion de la COVID. C'est-à-dire, est-ce que vous dépensez votre consommation de viande autorisée? Est-ce que vous avez roulé davantage dans votre voiture à essence que vous aviez le droit? Est-ce que vous... là, donc, la multiplication, en fait, des interdits. Je redoute en fait une forme de société qui gérerait de manière sous le signe du contrôle social qui nécessaire climatiquement, qui dans les faits multiplierait les interdictions, le contrôle social, et ainsi de suite. En utilisant l'âge digital, en fait. Oui, exactement. Et ça, je crois que la pandémie a créé les conditions mentales de la gestion de la pandémie d'une forme de bascule. S'inspirer de la Chine, il faut quand même jamais oublier. Bien sûr. S'inspirer du modèle chinois. Comme certains disaient, au moins les Chinois peuvent gérer ça plus clairement. Moi, la Chine, telle qu'elle est depuis la Révolution, c'est pas un modèle. Non. C'est une grande civilisation, mais c'est pas un modèle. Non, et j'ai pas envie de vivre comme ça dans le monde occidental. Et de ce point de vue, je pense qu'elle a laissé une trace qui, pour l'instant, est invisible, mais est bien réelle en matière une capacité de contrôle social, une ambition de contrôle social et surtout une docilité des populations occidentales. Je vous donne une scène québécoise, moi, qui m'a frappé pendant la pandémie. Il y avait une conférence de presse chaque jour du premier ministre, François Legault. Et là, les journalistes étaient là, puis posaient des questions. Puis à un moment donné, la question, c'était chaque jour, pourquoi vous n'avez pas encore fermé ça? Pourquoi vous autorisez encore ça? Et là, il y avait une forme de dynamique idéologique qui poussait, une dynamique liberticide. Confinement total. Et là, c'était qui voulait
qui avait les moindres réserves sur le confinement était traité de complotiste. Alors, le conspirationnisme existe. Hein. Pierre-André Taguieff a écrit des choses essentielles sur ça. Mais utiliser le concept de conspirationnisme pour nommer tous ceux qui avaient des réserves sur les mesures sanitaires, là, finalement, je dirais que le complotiste, c'était l'homme d'extrême droite de la pandémie. Oui, c'est ça. Donc, en fait, on a mis les bases quelque part, et là, on pourrait... Oui, mais j'insiste sur le sans s'en rendre compte. C'est-à-dire, l'histoire humaine, est rarement... C'était pas je ne sais quelle planification malveillante. Je crois qu'on a sur le mode d'un pragmatisme mal avisé, avec une mauvaise boussole, un pragmatisme paniqué, on a créé les conditions d'une bascule vers un nouveau modèle. Et si, comme on peut le redouter, nos sociétés connaissent de nouveaux troubles, soit sanitaires, soit climatiques, je redoute que cette matrice-là serve à nouveau pour restreindre significativement les libertés. Merci Mathieu Bock-Côté. Merci infiniment. C'était un plaisir, comme d'habitude, de converser avec vous. Merci beaucoup. Merci à vous de nous avoir suivis et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle édition du Grand Entretien. Bonne semaine à tous.